Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Je ne sais pas, chers amis, si ce nom, Chimène, vous rappelle quelque chose. Oh, pour les amateurs de théâtre classique, c'est bien sûr le prénom d'une héroïne déchirée entre son amour et la fidélité à la mémoire de son papa. Mais pour les passionnés d'actualité policière, Chimène est un autre personnage. C'est un homme qui fut lui aussi au centre d'une tragédie dont la presse a parlé en son temps, une tragédie qui restera encore longtemps, je le pense, un mystère. Cet étrange personnage, dont certains d'entre vous se rappellent peut-être encore la photo en première page de leur journal, avait tout ce qu'il faut, au physique comme au moral, pour exciter les imaginations au moment où il apparut sur la scène de l'actualité. Et même encore aujourd'hui, lorsque vous aurez entendu ce récit, vous ne pourrez pas vous empêcher de continuer à échafauder des suppositions en essayant de reconstituer à votre manière le drame que je vais vous raconter. Car jamais sur ce drame, on n'a su l'exacte vérité. Nous sommes dans les derniers jours du mois de mai 1931. Le soir est tombé sur le petit village de Berzilly, près de Maubeuge. Cette demi-lumière entre chien et loup va traîner encore un moment avant que n'arrive la nuit. Dans sa toute petite maison, Madame Veuve Pézan est déjà couchée. En bonne paysanne, elle ne traîne pas après le dîner car elle sait qu'elle va se lever fort tôt demain matin. Dans la tranquillité du sommeil qui approche, elle fait machinalement un bilan de sa journée, une journée ni plus ni moins active que toutes les autres, dans une vie consacrée au travail. Et puis, comme tous les jours à cette heure-là, elle repense à son fils, à Edmond. Edmond Pézan, un grand garçon nerveux, fragile. Fragile depuis qu'il a été gazé pendant la guerre, alors qu'il n'était encore qu'un gamin. Madame Veuve Pézan, sa mère, derrière ses paupières que le sommeil alourdit, voit se dessiner le portrait qu'elle conserve de lui, là-bas, sur la cheminée, son portrait en militaire. Comment a-t-il passé sa journée, lui? Le fils. Il est loin maintenant. Il s'est marié avec une gentille fille, et il fait le représentant là-bas, à Goussainville, pas loin de Paris. Pas loin de Paris, mais loin de Maubeuge. Alors on ne se voit pas souvent. Et quand on se voit, ça n'est jamais bien gai. L'Edmond est bizarre, irritable. Il a même tendance à tirer un peu trop sur la bouteille en oubliant qu'il est quand même un grand malade avec ce qu'il a respiré dans les tranchées. Alors, ça ne lui arrange pas le caractère, ça le rend bizarre, quoi. Madame Veuve Pézan se tourne sur le côté avec un gros soupir. À cause de l'image du fils qui s'estompe derrière ses paupières, ou peut-être à cause de ses rhumatismes. Elle ne sait plus. Elle dort. Elle dort et voilà qu'elle rêve. Voilà qu'elle rêve que quelqu'un frappe à la porte. C'est idiot, ces rêves qui font du bruit. Ça vous réveillerait presque. Mais il ne va pas s'arrêter, celui-là. Mais c'est qu'on frappe vraiment. Mais oui, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Voilà, voilà. La vieille femme se lève péniblement, ses pieds trouvent automatiquement dans l'obscurité ses galoches de bois bordées de moutons qu'elle ne quitte que pour la nuit. À tâtons, elle trouve son gros châle qu'elle jette sur ses épaules. Voilà, voilà. Puis, en marmonnant, c'est pas Dieu possible, mais qui peut frapper à cette heure? Moi qui suis en chemise. Elle ouvre prudemment la clenche, elle écarte le battant du haut, et dans cette demi-porte ouverte, une demi-silhouette d'homme se découpe sur la nuit. Edmond, mon petit, mais c'est pas Dieu possible. Te v'là par chez nous. Soir, maman. Un petit mot bref, bourru. Et le fils passe machinalement la main vers l'intérieur, tire la clenche du battant du bas et entre. Derrière lui, une autre silhouette pénètre elle aussi directement dans la cuisine et dit elle aussi « Soir, maman ». Les deux hommes sont maintenant dans la maison, attendant que la lumière se fasse. Madame Pézan se hâte autant qu'elle peut pour trouver la lampe. Ça pour une surprise. Vous v'là tous les deux. Oui, ce sont bien deux hommes aussi taciturnes l'un que l'autre qui ont salué la vieille Madame Pézan. Ce n'est pas qu'elle ait deux fils. Mais le second est aussi un personnage important de la famille. C'est Serge.
Serge-Louis Chimène. Serge-Louis Chimène, lui aussi de Goussainville, et c'est un ami de longue date du ménage Edmond-Pézan. C'est même le seul ami d'Edmond, le seul qui arrive à supporter ce caractère ombrageux et difficile. Edmond regarde sa mère. On est arrivé par le train du soir, plus le temps de venir de Maubeuge. Ça fait qu'on n'a pas encore dîné. Bah, c'est que j'ai plus rien, moi. Edmond, sors donc chercher des œufs, que je puisse au moins vous faire une omelette. L'Edmond sort. Son compagnon, Serge Chimène, attend que la porte soit refermée sur ses talons. Il prend un journal qui traîne sur la table, sort un crayon de sa poche, et dans la marge blanche, il écrit quelques mots en haut d'une page, puis il fait discrètement glisser ce message devant Madame Pézan. Elle le regarde un peu étonnée. Serge lui fait signe de lire vite et en silence. Elle tient le quotidien plié en 4 dans la lumière de la lampe, elle l'éloigne à bout de bras et des chiffres. Edmond est venu pour te demander de l'argent. Il est comme fou. Rien, tu m'entends? Je ne lui donnerai rien cette fois. Chut, fait Chimène qui s'empresse de déchirer le morceau de papier et d'en faire une boulette qu'il glisse dans sa poche. Il était temps, voilà l'Edmond qui revient avec les œufs. On n'échangera pas 3 phrases autour de la table, et une fois l'omelette avalée, Madame Pézan prend les assiettes qu'elle va passer sous l'eau. Allez vous coucher, les enfants. Votre chambre est prête, comme toujours. Bonne nuit. Et les enfants vont se coucher dans leur chambre. Au matin, les voilà prêts à partir. Mais enfin, vous avez vu le temps qu'il fait dehors? Madame Veuve Pézan n'est pas contente. Mais qu'est-ce que ces 2 gamins sur la quarantaine sont encore allés inventer? Ne voilà-t-il pas qu'ils veulent aller visiter le fort de Berzilly? C'est un coin très à l'écart du village, où on accède qu'en se fourrant dans la boue jusqu'aux genoux. Il y a des mauvais buissons partout, et justement ce matin qu'il pleut, et que le vent souffle en bourrasque glacée. Oh, c'est bien encore une de leurs idées. Enfin, les voilà dehors. Il est 4 heures quand Serge se retrouve à la bonne chaleur de la cuisine. « Tu es seul, mon gars ?» Et le petit. « Oh, ne m'en parlez pas. Edmond, je l'ai laissé là-bas, dans une des casemates du fort. Ça l'a repris, vous savez. » Quoi donc? Ben, sa folie militaire. Il est en plein délire. Il prétend que le pays est envahi par les Allemands. Il dit qu'il a reçu l'ordre de monter la garde du fort et qu'il ne doit en aucun cas abandonner son poste. Jésus-Marie. Bon, on ne peut pas le laisser là-bas avec ce froid. Avec les idées qui peuvent lui passer par la tête. Mais je t'en prie, Serge. Retourne-y. Ramène-le à la maison. Serge-Louis Chimène revient à la nuit tombée. Il est 21 heures. Il est seul et nerveux. Je n'ai pas pu décider Edmond à revenir. Il est de plus en plus fou, même qu'il m'a menacé d'un revolver. Un revolver? Mais qu'est-ce que tu as fait? Ben, je l'ai laissé, quoi. Serge Chimène marche de long en large en se tordant les mains. Puis il s'assied, se déchausse. Il regarde la vieille femme et ajoute. Quand il a vu que je partais, il m'a rappelé. Et puis il m'a donné ça pour sa femme. Serge Chimène sort de sa poche une carte postale au dos de laquelle sont griffonnées quelques lignes. « Ma chérie, je crois qu'il y a longtemps que tu abuses de mes sentiments. Le moment est venu de te dire adieu à jamais. Je croyais avoir en toi une petite femme sur qui compter. Je me suis trompé. Là, de toutes les peines que tu me fais, j'ai décidé une fois pour toutes de disparaître. Je t'embrasse une dernière fois et je te dis adieu. Veille sur mon enfant. » Et la carte est signée d'une simple lettre. E. Tu as lu? C'est terrible, il va faire une bêtise. Toi qui es son ami, va. Retourne auprès de lui. Mais essaie de l'empêcher! J'ai peur. Oui, j'ai peur. Edmond est violent. Avec son revolver, il est capable de revenir, de nous tuer tous les deux. Eh bien, moi, je n'ai pas peur. Ni de mon fils, ni d'un autre.
J'ai ici de quoi me faire respecter. Madame Veuve Pézan referme ses vieilles mains sur le manche d'une fourche. Une fourche dont elle a aiguisé les dents sur la marche de pierre au bas de sa porte. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Voilà, chers amis, l'étrange atmosphère dans laquelle s'est noué le drame qui devint bientôt une affaire policière très étonnante. Donc Serge Chimène et la vieille Madame Pézan passent une nuit terrible dans la petite maison de Berzilly avec les terribles images de cette casemate obscure, cette casemate du fort en pleine campagne où Edmond Pézan est resté seul après avoir écrit ses dernières lignes désespérées au dos d'une carte postale. Et puis, curieusement, cette scène va rester sans suite. Oui, pendant plus d'1 mois, personne n'entendra reparler d'Edmond Pézan ni de sa disparition. Le caractère bizarre de la mère du disparu et de son ami intime peuvent être une explication de cet état de choses. Mais pour nous, c'est quand même assez incompréhensible. Ce n'est que plusieurs semaines après que Madame Veuve Pézan se décide à confier cette histoire à un voisin, Monsieur Moreau. Et depuis ce jour-là, dit-elle, depuis sa visite en compagnie de Serge, je n'ai pas eu de nouvelles de mon fils. J'ai peur qu'il ne se soit tué. Monsieur Moreau, vous devriez aller visiter les casemates. Alors Monsieur Moreau visite effectivement les casemates, et dans l'une d'elles, il trouve le cadavre d'Edmond Pézan. Ce n'est plus qu'un corps en complète décomposition. La police est avertie et d'après la position du cadavre et du pistolet qu'on a retrouvé en sa possession, le médecin légiste d'Avesnes, la ville voisine, conclut un suicide et délivre légalement le permis d'inhumer. Là encore, l'affaire pourrait s'arrêter si le juge d'instruction ne recevait un jour la visite d'un certain monsieur Mathieu. Peut-être trouverez-vous mon intervention déplacée, monsieur le juge, mais je voudrais vous demander si vous possédez le numéro de l'arme que l'on a trouvé dans la main du mort de la casemate de Berzilly. Ah, cher monsieur, c'est une information qui fait partie du dossier de l'instruction, et je ne sais vraiment pas pour quelle raison. Je vous en prie, monsieur le juge. Avez-vous ce numéro? Oui, bien sûr. C'est un pistolet de calibre 6,35, dont le numéro est 16 801. J'en étais sûr. Ah, j'en étais sûr, monsieur le juge. Je suis armurier à Avesnes, et c'est moi, oui, c'est moi, qui ai vendu cette arme. C'est tout à fait possible, monsieur, et alors? Et alors, monsieur le juge? Ça n'était pas à la victime. Ça n'est pas à Edmond Pézan que j'ai vendu cette arme. Vous êtes certain? Absolument. Il n'y a pas d'erreur possible. Edmond Pézan était un client de longue date. Je ne pourrais le confondre avec personne d'autre. D'ailleurs, j'ai amené ma femme avec moi et, si vous voulez bien l'entendre, elle pourra vous en dire plus car elle a longuement parlé avec l'acheteur de l'arme. Entrez, madame, je vous en prie. Qu'avez-vous à déclarer? Eh bien, c'était le 25 mai, monsieur le juge, vers 16 heures. Un homme est entré dans ma boutique et a commencé par me demander un rasoir. « Je veux quelque chose de très simple et de peu voyant, m'a-t-il dit. Et puis, il a fini par m'acheter ce pistolet. Il avait l'air tellement surexcité que je lui ai demandé s'il ne voulait pas faire une bêtise. Alors il s'est troublé complètement. Il m'a vaguement expliqué que c'était pour sa femme qui était restée seule à la maison. Et puis, il a paru pressé de partir, car il a tout de suite sorti son portefeuille que j'ai remarqué parce que il était en mauvais état. Il contenait beaucoup d'argent, par contre, de nombreuses coupures de 1000 francs. Aussitôt après, je suis allé avertir le commissaire de police, mais apparemment, il n'a pas recherché ou pas retrouvé l'homme. Par contre, moi-même, je l'ai revu ce soir-là, vers 20h30. Et il était en compagnie d'Edmond Pézan, la victime. Je suis passé près d'eux. Ils étaient en train de parler du chemin à suivre pour aller au fort de Berzilly. Cette déposition est donc un fait nouveau extrêmement troublant. On recherche l'homme, et on l'identifie très vite comme étant Serge Chimène, ami de longue date du ménage Pézan, habitant lui aussi Goussainville, où il est connu sous le nom de Tonton.
Tonton devient bientôt la vedette des articles de presse à sensation, puis il est inculpé pour le meurtre de son ami. Mais Tonton va nier tout. Ce n'est pas un revolver qu'il a acheté ce soir-là, mais de la charcuterie. Les commerçants le reconnaissent formellement. Il continue à nier. À l'heure où on prétend m'avoir vu dans l'armurerie, j'étais dans un café de Maubeuge, où j'attendais mon ami Edmond. Le cafetier dément avec certitude. Ce n'est pas lui qui attendait dans mon établissement. C'est l'autre. C'est Pézant. Lui, Chimène, arriva plus tard en disant qu'il était allé faire des courses. Nouvelle protestation. Le juge fait convoquer la femme de la victime Edmond Pézant. On la trouve chez la mère de Chimène, en train de se lamenter sur l'arrestation de celui-ci et l'accusation qui pèse sur lui. Le juge confronte Chimène et la femme de Pézant. On apprend ainsi qu'il y avait entre eux des relations coupables. « Mais pourtant, j'aimais mon mari », sanglote la femme de la victime. Serge Chimène m'avait comme envoûté. Quand il venait me voir, je ne pouvais plus penser à rien. Je suis bien heureuse qu'il soit en prison, car maintenant je suis délivrée. Le juge présente alors la carte postale signée de la lettre E, dans laquelle Pézant déclare qu'il est décidé à en finir. Non. Non, je ne reconnais pas l'écriture de mon mari. D'ailleurs, il a écrit là qu'il a perdu sa confiance en moi. Or, il ignorait tout de mes relations avec un autre homme. C'est la vieille Madame Pézant que l'on interroge à nouveau maintenant. Serge Chimène a dit que j'avais peur de mon fils, que je voulais peut-être le repousser avec une fourche s'il revenait. Mais c'est faux. Il n'y avait pas plus doux, plus pacifique, plus respectueux que mon garçon. Si j'avais dû avoir peur de quelqu'un, ça aurait été de Chimène. Il avait toujours besoin d'argent. Chaque fois que je suis allé voir mon fils, je trouvais Chimène chez lui, et il m'empruntait toujours plusieurs centaines de francs. La nuit où je me suis retrouvé seul avec lui, quand Edmond a disparu, je lui ai reparlé de tout cet argent qu'il me devait. Il m'a insulté. Et c'est lui, oui, c'est lui, que j'ai menacé avec ma fourche. Il me disait « Je vous défends d'en parler. Lorsque l'on vous demandera si je vous dois de l'argent, je veux que vous gardiez le silence. » Mais vous m'avez remis de l'argent cette nuit-là. C'est Chimène qui est intervenue. La vieille femme baisse la tête. « Est-ce vrai ?» questionne le juge. « Oui, c'est vrai. C'est vrai, je lui ai prêté 500 francs. Mais c'était pas pour lui. C'était pour ma belle-fille. » La presse et l'opinion s'emparent alors définitivement de l'affaire. On se livre à toutes sortes d'hypothèses. D'abord, Chimène aurait tué par amour pour la femme de son ami. Ou bien, il a acculé Edmond au suicide, esprit troublé, en lui apprenant l'infidélité de sa femme ou en lui donnant ce revolver. Ou bien encore, le crime n'est que le premier stade d'un plan qui n'a pas abouti. Chimène tue son ami, ensuite il projette de tuer la vieille Madame Pézant, il ferait ainsi croire qu'Edmond, meurtrier de sa mère, s'est suicidé sous l'emprise du remords. C'est alors la femme d'Edmond Pézant qui hérite des deux disparus et qui peut ensuite épouser Chimène. On va même jusqu'à suggérer que le drame secret de la casemate de Berzilly n'est que la fin tragique d'un amour contre nature qui aurait lié depuis longtemps Edmond Pézant et Serge Chimène. Et voici que l'on procède à une démonstration spectaculaire dans le goût de l'époque, un transport de justice. Les magistrats conduisent le meurtrier présumé sur les lieux où se sont déroulées les phases successives de l'affaire pour provoquer éventuellement des recoupements et qui sait, un aveu. Bien entendu, la foule des curieux se presse en masse à chacune des étapes. La première sera pour le village de Hautmont, où fut achetée la carte postale sur laquelle les lignes d'adieu de Pézant furent écrites. Chimène conduit sans hésiter le cortège à la boutique, mais la commerçante ne le reconnaît pas. Voici ensuite Maubeuge et la boutique de l'armurier Mathieu. Mais je ne suis jamais venu ici. Monsieur Mathieu se trompe, ou bien il ment. Non, j'ai dit la vérité. Écoutez-moi bien, Chimène. Je n'ai pas à savoir si vous avez ou non commis un crime. Mais si ce que je viens de dire devait vous condamner à mort au pied de l'échafaud à l'instant où votre tête roulerait dans le panier, je répéterai encore, c'est vous qui m'avez acheté ce pistolet. Alors, puisque vous m'avez si bien regardé, puisque vous avez remarqué mon portefeuille décousu, mon costume, vous n'avez pas vu une autre chose que je portais sur moi? Et Serge Chimène se redresse. Il vient d'apercevoir son avocat et il tire de sa poche une lettre cachetée qu'il lui remet. Elle contient la réponse. C'est un argument massu. C'est la preuve que l'on ne m'a pas vu ici.
L'avocat ouvre la lettre, la montre au juge, qui se tourne vers Madame Mathieu, l'armurière. Alors, madame, avez-vous vu autre chose? Vous voudriez pas parler de cet insigne qu'il avait à la boutonnière? Une espèce d'étoile. Oui, je l'ai vu. Je n'avais pas pensé que c'était important, au point de vous en parler. C'en est fait de l'argument massu. Voici maintenant le cortège à Berzilly. Chimène, conduisez-nous à la casemate où l'on a retrouvé le corps. Serge Chimène fait un pas, son avocat le retient. Mais comment voulez-vous, monsieur le juge? Mon client n'est jamais venu dans la casemate tragique. Il vous a bien dit que c'était dans un autre réduit qu'il avait vu son ami une dernière fois. Pézan est allé se tuer seul, un peu plus loin. Le piège a été évité de justesse. Pézan vous a donc remis sa carte d'adieu ici. Qu'en avez-vous fait? Je l'ai remise à sa mère. À quel moment? Dans l'après-midi. Et depuis? Avez-vous revu cette carte? Non, jamais. Madame Pézan l'a gardée. Et Chimène signe sa déclaration. Cette fois, il est tombé dans le piège. En effet, un témoin affirme que Chimène lui a fait lire cette carte vers 23 heures à la lueur d'une lampe le même jour. Voilà, chers amis, vous pensez qu'après cette phase essentielle de l'enquête, c'en est fait de Serge Chimène. Toutes ces contradictions sur la carte et l'achat du revolver sont flagrantes. Les questions d'argent aussi. La femme de la victime finira par déposer que toutes les économies du ménage ont disparu après le départ en forme de fugue d'Edmond Pézan et de Chimène. Ces économies étaient constituées de billets de 1000 francs. N'a-t-on pas vu des coupures semblables dans le portefeuille de l'accusé au moment où il achetait l'arme? Eh bien, je vais vous surprendre. Un expert graphologue affirma que la carte postale d'adieu signée de la lettre E était bien de la main du disparu Edmond Pézan. Sur ce seul fait, l'avocat de Chimène, maître Legrand, put argumenter. Il fit ressortir la fragilité des témoignages. Et maintenant, voulez-vous savoir la fin? Vous pourrez, comme je vous l'ai dit, vous livrer à vos propres hypothèses et donner toutes les explications que vous voudrez. Mais le 30 mars 1932, la justice a rendu un non-lieu. Elle a libéré Serge Chimène. Ah, au fait, entre-temps, la vieille Madame Pézan, elle avait perdu la raison. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.